Bonjour et bienvenue à la série de webinaires L'angle de l'expert de la Société canadienne du cancer. Ce webinaire est intitulé Le cancer de la prostate et la couleur de la peau. Aujourd'hui, notre conférencier invité est le Dr Vincent Fredette, urologue oncologue au CHU de Québec, Université Laval, professeur agrégé et chercheur en milieu de carrière au Centre de recherche en cancérologie de l'Université Laval, au Centre Nutrice et à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels. Merci à tous de vous joindre à nous. Si vous avez des questions aujourd'hui pour notre conférencier, cliquez sur la bulle de discussion située en haut à gauche de votre écran pour les soumettre. Notre conférencier ou un spécialiste en information vous répondra dès que possible. Dr Fredette, je vous passe maintenant la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, merci pour la belle introduction. Il me fait plaisir d'aider la Société canadienne du cancer dans cette optique de transfert de connaissances envers la population sur un sujet qui est important. J'ai la chance de diriger le programme GREPEC de l'étude BioCap qui étudie les habitudes de vie en lien avec les biomarqueurs de risque du cancer de la prostate. C'est une grande étude provinciale avec plusieurs partenaires financiers, plusieurs organismes financiers qui vous sont présentés à droite. Donc, on souhaite en fait développer des outils pour mieux prévenir le cancer de la prostate. Maintenant, il existe d'autres études, par exemple le programme MORE, qui réfère au Male Oncology Research and Education Program, qui est à Sunnybrook, au Odette Cancer Center de Toronto, qui lui est dirigé par plusieurs chercheurs de Sunnybrook, mais qui, dans le fond, vise à recruter des hommes qui ont un risque accru de cancer de la prostate, par exemple, ceux qui ont une ascendance génétique ouest-africaine ou caribéenne, ceux qui ont des prédispositions génétiques connues, par exemple le BRCA1 ou BRCA2, ou ceux qui ont des antécédents familiaux importants de cancer de la prostate à un stade précoce. Donc, il y a différents programmes de recherche à l'échelle du Canada qui visent à mieux comprendre les facteurs de risque du cancer de la prostate. Maintenant, qu'est-ce que le cancer de la prostate? Alors, voici un peu, là, on dit anthropomorphique, c'est-à-dire au plan cellulaire, le cancer, dans le fond, est une maladie en général qui apparaît lorsque des cellules anormales se divisent de manière incontrôlée. Éventuellement, ces cellules deviennent aptes à envahir d'autres tissus ou d'autres organes. On peut appeler ça des métastases lorsque cet envahissement-là se fait à distance. Alors, les cancers de la prostate sont des cellules de la prostate au départ. Même lorsqu'elles sont des métastases, par exemple, dans l'os, les cellules ne savent pas qu'elles sont cancéreuses ou pas. La plupart, même, continuent de se comporter comme des cellules prostatiques normales et fabriquent de l'antigène prostatique spécifique, le fameux test APS, ou en anglais Prostate Specific Antigen. Vous entendrez souvent le PSA. Donc, ce sont des cellules qui ont des marqueurs qui permettent de les détecter, même lorsqu'elles sont métastatiques, la grande majorité du temps, pas tout le temps, lors des maladies très avancées, ce dont on ne parlera que très peu aujourd'hui. Et le cancer en général, c'est une maladie qu'on dit complexe, donc elle est multifactorielle. Alors, les cellules commettent des erreurs qui les amènent à, d'un côté, oublier de cesser de croître, et de l'autre côté, apprendre à proliférer de manière plus agressive ou même apprendre à envahir d'autres tissus, d'autres organes, ce qui leur donne la chance de croître localement. Évidemment, ce n'est pas une chance pour nous, les humains qui en sont affectés, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, on enlève les barrières ou on développe des capacités particulières. Comment se fait-il que des erreurs s'accumulent comme ça en trop grand nombre? Parce que souvent, ça prend plus d'une erreur génétique pour que ceci s'accumule. Eh bien, il y a l'effet du hasard, hein, simplement le fait d'être en vie, d'avoir des proliférations cellulaires, éventuellement, comme on peut avoir une goutte d'eau dans l'œil, on peut avoir une cellule qui développe une erreur ou une mutation génétique. Il y a aussi beaucoup de carcinogènes qui sont présents dans l'environnement, hein, des substances chimiques, du rayonnement ultraviolet, par exemple. On sait que c'est un facteur de risque pour les mélanomes ou les cancers de la peau.
Et puis tout ça, c'est très difficile à contrôler, les facteurs environnementaux. Évidemment, à part le tabagisme, qui est un facteur très important pour plusieurs cancers, comme par exemple les cancers de la vessie, dans mon domaine, puisque je suis urologue, oncologue, mais aussi les cancers du poumon et d'autres. Le tabagisme, donc, c'est un facteur individuel qu'on peut contrôler, qu'on doit contrôler et dans lequel la société investit beaucoup d'énergie. Mais il y a d'autres facteurs environnementaux, par exemple la diète, l'exercice, dont on essaie de mieux comprendre les effets sur l'incidence du cancer de la prostate ou sa progression. Ensuite, il y a d'autres facteurs environnementaux ou non génétiques comme des infections. Hein? Le VPH pour le virus papillome humain ou le HTLV sont des infections assez fréquentes qui sont associées, surtout pour le VPH, à certains cancers comme le cancer du col utérus ou le cancer de l'anus, par exemple. Mais pour le moment, il n'y a pas d'infection qui est associée pour le risque de cancer de la prostate à date. Et certains cancers peuvent être protégés par une vaccination. Donc, évidemment, la santé publique nous encourage beaucoup à promouvoir la vaccination chez les jeunes avant qu'il y ait des relations sexuelles dans l'optique de prévenir les complications d'une infection à VPH comme le cancer. Ça fonctionne, on commence à avoir des données à l'échelle populationnelle maintenant que ça fonctionne. Et il y a aussi le mode de vie, donc on parlait un peu des facteurs comme l'exercice et la diète. Et évidemment, au point de vue individuel, on a un pouvoir, on a une capacité de changer, mais c'est pas toujours facile d'y arriver, même quand on sait que c'est associé à la maladie. Alors, ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce qu'on pense qu'il y a plusieurs habitudes de vie comme l'inactivité physique, comme l'alimentation avec des graisses industrielles qui sont très pro-inflammatoires et qui sont associées avec l'incidence des maladies cardiovasculaires, mais probablement aussi avec certaines maladies chroniques comme le cancer de la prostate ou le cancer du sein. Ces preuves-là demeurent à être définies plus précisément, avec moins de doutes, mais c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement. Évidemment, il y a des facteurs génétiques qui peuvent déterminer l'incidence de certaines mutations ou qui peuvent mener éventuellement à avoir un cancer. Donc, en général, l'hérédité fonctionne comme vous l'avez appris à la petite école. Donc, nos gènes nous sont transmis de nos parents et certaines personnes naissent en ayant un mauvais numéro ou d'autres ont des gènes très favorables. Donc, puis ces mauvais numéros-là, il y a certains facteurs génétiques qui ont tendance à accumuler des erreurs. Par exemple, les gènes BRCA 1 ou 2, qui sont très établis comme les facteurs de risque du cancer du sein, mais aussi de la prostate, sont des facteurs, en fait, ce sont des protéines, des enzymes qui réparent les défauts d'homologation de recombinaison. Donc, si on a une mutation dans un de ces gènes-là, c'est un outil qui empêche d'avoir d'autres mutations. Donc, ça, c'est un exemple assez important qui affecte notre pratique maintenant. Parce que non seulement ça change le risque du cancer de la prostate, mais aussi on est dans l'ère de la thérapie moléculaire, la médecine de précision, et on a des traitements qui traitent plus spécifiquement ces cibles-là. Malheureusement, notre bagage génétique, on ne peut pas les contrôler, contrairement à notre mode de vie, nos habitudes. On est avec ça, et puis ce sont les gènes dont on hérite. Et c'est là que joue un peu la couleur de la peau, parce que, évidemment, c'est lié à notre bagage génétique. Parlons un peu plus du cancer de la prostate maintenant. Alors, au plan clinique, Dieu merci, le cancer de la prostate est une maladie, dans la vaste majorité des cas, localisée. C'est-à-dire qu'on la trouve lorsqu'elle est asymptomatique, donc elle ne cause pas aucun symptôme, et elle est identifiée par le dépistage, par le fameux test APS ou PSA en anglais. Et ça doit être combiné avec le toucher rectal. Comme vous le voyez à droite, le toucher rectal permet d'aller examiner la prostate et de voir s'il y a des bosses ou des anomalies. Occasionnellement, le cancer de la prostate est une maladie avancée. Alors, soit localement avancée, comme vous pouvez voir ici, elle peut envahir par exemple la vessie ou très rarement le rectum, ou très avancée, donc avec des métastases. Et donc là, on peut avoir des symptômes de métastases osseuses, par exemple une douleur dans la colonne vertébrale ou des changements urinaires lorsque la maladie est localement avancée, touche la vessie.
Et pour diagnostiquer le cancer de la prostate, bien, on évalue les antécédents de santé, mais aussi les antécédents génétiques dans la famille. On fait un examen physique avec le toucher rectal en particulier, des tests sanguins comme l'APS ou le PSA. Mais on doit faire, comme vous le voyez en bas à droite ici, pour diagnostiquer, on doit faire une biopsie transrectale. Donc, au lieu de mettre le doigt dans le rectum, on met une sonde d'échographie qui nous permet ensuite de localiser la prostate et d'aller faire des biopsies à l'aiguille, comme vous le voyez ici, pour attraper les cellules cancéreuses qui sont regardées au microscope par un pathologiste pour poser le diagnostic du cancer de la prostate. Donc, tout le reste sont des facteurs de risque qui nous amènent à poser un diagnostic. De plus en plus, on utilise l'imagerie par résonance magnétique, ou IRM, pour évaluer la prostate dans un premier temps, voir s'il y a des anomalies anatomiques qui sont suggestives d'un cancer et sélectionner les hommes pour la biopsie qui nous permet d'avoir même des technologies de fusion pour cibler les biopsies sur l'anomalie qui est visible. On peut aussi souvent l'avoir, cette anomalie-là, avec l'échographie transrectale seule. Et l'imagerie joue un rôle de plus en plus important dans le diagnostic du cancer, mais aussi la stadification. La stadification se fait ensuite pour les maladies plus agressives avec un TDM ou une tomodensitométrie. Vous entendrez parfois CT scan, c'est en anglais, Computed Tomography, ou une scintigraphie osseuse, qui est un examen en médecine nucléaire pour voir s'il y a des métastases osseuses. Donc, on fait ça chez des patients qui ont une maladie un petit peu plus à risque. On a parlé de l'IRM de la prostate, mais de plus en plus, on fait aussi de l'imagerie moléculaire plus avancée, comme des TEP, tomographies par émission de positrons, qui sont pairées avec des molécules plus fonctionnelles, comme du FDG, fluorodéoxyglucose, ou du PSMA, le Prostate Specific Membrane Antigen. Donc, ce sont des molécules qui sont pairées à une molécule qui émet la radiation qui est captée par ces technologies-là. C'est en train de révolutionner la pratique, c'est les TEP PSMA, et donc on l'utilise surtout pour la maladie avancée. Il y a de la recherche pour évaluer l'utilité de la TEP PSMA ou d'autres technologies d'imagerie à un stade plus précoce, comme outil diagnostique par exemple. Ensuite, on va stadifier la tumeur, donc le stade T dans la classification TNM. Et donc là, vous voyez les différentes structures ici qui sont en lien avec la prostate qui est au centre. Évidemment, il y a l'urètre, qui est le tube dans lequel passe l'urine, la vessie, et les testicules communiquent à la prostate via le tube qui s'appelle le vase déférent, qui contribue à l'éjaculation, qui amène les gamètes pour pouvoir concevoir. Donc, la prostate est un organe reproducteur, comme vous le savez. Et on peut voir en bas ici à l'imagerie par résonance magnétique comment la prostate qui est ici est très proche du rectum, comme vous le voyez ici, la structure en noir parce qu'il y a de l'air au milieu, mais aussi très proche de l'os en avant, la symphyse pubienne. Et vous voyez un petit peu de vessie ici qui commence à apparaître à la résonance magnétique. Maintenant, les tumeurs, plus le chiffre est bas, plus le stade est bas. Donc, T1, ce sont des tumeurs qui ne sont pas palpables, comme vous voyez, en général, des petites tumeurs. T2, je vous demande pardon. T2, ce sont des tumeurs qui sont palpables. Donc, vous voyez qu'elles commencent à être palpables ici vers l'arrière, une bosse qu'on peut atteindre. T3, c'est lorsqu'elles commencent à sortir, soit de la capsule ou de la vésicule, ou elles envahissent la vésicule séminale. Et T4, c'est lorsqu'on commence à sortir franchement et on envahit les organes adjacents tels que la vessie, le rectum ou la paroi musculaire pour les tumeurs très avancées. Donc, le stade, ensuite le grade, qui est au niveau histologique. Alors, c'est un docteur Gleason, un pathologiste, qui avait défini le grade du cancer de la prostate initialement en 5 patrons de variants de 1 qui est un tissu histologique presque normal jusqu'à 5 qui est un tissu histologique très déformé, très dédifférencié, on appelle. Et on avait les 2 patrons les plus fréquents qui étaient additionnés pour faire un score. Maintenant, on s'est rendu compte que c'est seulement le grade 3, en réalité, qui est une anomalie
histologiques assez différentiels pour considérer un cancer. Donc, on n'a plus maintenant de tumeur Gleason 2 ou 3. On commence seulement à additionner des patrons 3 qui doivent être additionnés. Donc, le Gleason, on a un cancer seulement à partir d'un Gleason 6 sur 10. Ce qui rendait un petit peu la transmission de ce phénomène-là un petit peu complexe inutilement. Et on a simplifié dans la dernière version de l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, on a simplifié ce système de gradation-là pour l'appeler des groupes de grades. Donc, lorsqu'on a un Gleason 6 sur 10, on a un groupe 1 sur 5. Donc, si on a un 7, mais qui est 3 plus 4, selon lequel du patron est plus fréquent, ici, ce serait le patron 3 qui serait le plus fréquent, ou un grade de groupe 3, ce serait le patron 4 qui serait le plus fréquent, plus 3 qui donne un Gleason 7. Et ainsi de suite, vous voyez que ça va jusqu'au grade 5 ou au Gleason 9 et 10 sur 10. Donc, c'est une addition de 2 patrons, puis on commence par un risque plus faible, un risque intermédiaire qui est les Gleason 7 ou les grades groupe 2 et 3, et un risque plus élevé qui est les Gleason 8 à 10 ou les grades groupe 4, 5. Il y a aussi d'autres anomalies, d'autres subtilités histologiques, donc que le pathologiste voit au microscope, qui dénotent une croissance plus agressive, telle que le patron cribriforme ou intracanalaire. Donc, vous entendrez peut-être ces petites subtilités-là. Ce sont des marqueurs de cancer un petit peu plus agressifs que ce que l'échelle de Gleason ou le grade de groupe va nous rapporter de manière indépendante. Ensuite, avec le stade, avec le grade et la molécule PSA ou l'APS que vous voyez dans la colonne de droite ici, on va regrouper ces patients dans des catégories de risques. Risque pour étant risque que ce soit une tumeur agressive, donc qu'elle soit létale sans traitement, ou risque de récidive après traitement initial. Et donc, on a des tumeurs à faible risque lorsque vous voyez que la plupart des paramètres sont faciles, donc une PSA inférieure à 10, un bas grade, un bas stade. Puis, vous voyez un risque intermédiaire, on peut avoir une subtilité intermédiaire défavorable ou favorable en fonction de si on est un grade de groupe 2 ou 3. Un risque élevé et même un risque très élevé lorsqu'on a des tumeurs qui sont très localement avancées, comme on parlait tout à l'heure, basées sur le stade. Ça, ce sont pour les tumeurs localisées. Ensuite, on peut aussi avoir des tumeurs métastatiques, donc lorsque la cellule a déjà fait des bébés à l'extérieur de la prostate, soit c'est dans les ganglions lymphatiques, soit dans les métastases, typiquement dans l'os ou ailleurs, ou parfois les deux. Maintenant, si on revient sur le sujet plus classique le sujet plus précis de notre présentation, qui est la couleur de la peau. Alors, vous voyez ici, dans des données américaines, qu'à gauche, on parle de l'incidence, à droite, on parle du décès du cancer de la prostate. Donc, l'incidence, c'est les nouveaux cas par période de temps ou par année. Et vous voyez que les Noirs d'origine non hispanique sont beaucoup plus à risque d'avoir un cancer de la prostate diagnostiqué que les Blancs non hispaniques ou que la moyenne de toutes les races ou ethnies. Et en particulier que les Asiatiques qui sont, eux, moins à risque que les personnes blanches ou caucasiennes. Mais peut-être plus important encore, les patients de couleur de peau noire ou d'ethnicité noire sont plus à risque. Vous voyez que c'est plus que le double de décéder du cancer de la prostate. Et ça, c'est encore plus préoccupant. Et je vais vous parler dans les prochaines diapositives de pourquoi c'est le cas. Mais avant, on va regarder une espèce de cartographie, une distribution de ces facteurs de risque-là à l'échelle du monde. Donc, je vous ai présenté des données américaines qui démontrent que le cancer de la prostate est plus fréquent, mais aussi un plus haut potentiel de létalité chez les Noirs. Et ici, vous voyez l'incidence à l'échelle mondiale. Donc, vous voyez que ce sont dans des pays occidentalisés, comme par exemple le Canada, les États-Unis, l'Australie et plusieurs pays d'Europe, où l'incidence du cancer de la prostate est plus élevée. C'est en grosse partie dû au fait du dépistage. Par contre, la mortalité par cancer de la prostate, elle, est beaucoup plus élevée dans des pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Sud. Et regardez ici les Antilles et les Caraïbes. Donc, on va regarder un petit peu plus dans les Amériques. Donc, vous voyez que l'incidence du cancer de la prostate est très fréquent au Canada, aux États-Unis.
mais que la mortalité par cancer est beaucoup plus fréquente dans les Caraïbes, par exemple Trinidad et Tobago. On parle d'une mortalité de cancer de la prostate d'au-dessus de 40 par 100 000 hommes annuellement. Donc, c'est très, très élevé et ça, c'est préoccupant. Et il y a beaucoup de ces patients qui ont immigré, de ces hommes et de ces familles qui ont immigré, qui vivent au Canada. Et donc, il faut qu'on doit se préoccuper de ce fait-là. Maintenant, pourquoi la couleur de la peau fait-elle une différence? Alors, ça, c'est une question qui est compliquée. On appelle ça multifactoriel. Donc, il y a plusieurs facteurs. Et on va parler de plusieurs de ces facteurs-là un petit peu plus en détail. Donc, il y a des disparités sociales, économiques. Il y a des disparités quant à l'accès aux soins. Il y a des risques environnementaux qui sont différents, des pratiques culturelles, évidemment, les habitudes de vie qui sont différentes et les fameux facteurs génétiques sur lesquels on va revenir. Donc, commençons par des facteurs non génétiques. Les hommes noirs se présentent souvent lorsque la maladie a atteint un stade plus avancé comparativement aux hommes qui ne sont pas de race noire ou de couleur de peau noire. Donc, ça, c'est un facteur qui est un exemple de disparité quant à l'accès et c'est lié à des facteurs comme les coûts du système de santé, aussi une éducation qui est différentielle, mais aussi peut-être une forme de racisme systémique. Alors, il faut se poser la question, et il y a des chercheurs qui se la posent, est-ce qu'il y a des évidences solides qui nous permettent de dire que à l'échelle de la planète, c'est fort probablement moins vrai au Canada, mais même au Canada, est-ce qu'il existe un traitement différentiel des personnes de race noire par rapport aux personnes de race non noire? On sait aussi que les hommes noirs sont moins susceptibles de recevoir un traitement agressif. Donc, par exemple, les hommes afro-américains sont moins susceptibles de recevoir une hormonothérapie, même s'ils sont atteints d'un cancer de la prostate avancé ou à risque élevé, pour lequel une combinaison avec la radiothérapie, par exemple, pourrait améliorer les chances de traitement. Il y a bien sûr des facteurs de coût, donc une question d'accès au traitement, mais il y a aussi des facteurs culturels, par exemple, la crainte des effets secondaires de l'hormonothérapie, qui a une perte de masse musculaire, une perte de la capacité d'avoir des érections, etc. Donc, il y a des facteurs aussi culturels qui sont importants, qui entravent les hommes de race noire à avoir un accès au traitement optimum en termes de survie. Les hommes noirs considèrent aussi que la maladie est moins agressive ou que l'agressivité est perçue, est associée au risque. Alors ça, ce sont des facteurs d'éducation, des facteurs culturels. Les hommes noirs aussi ont davantage tendance à considérer le coût, la durée du traitement et le temps de rétablissement comme des facteurs très importants dans le processus décisionnel de est-ce que je me fais traiter ou de comment je me fais traiter. Donc, on parle d'une disparité économique. Hein, ce ne sont pas tous les mêmes individus qui ont accès, qui peuvent se permettre de prendre des pauses du travail, par exemple. Donc, ça, c'est important à tenir en compte. Il y a aussi que les hommes de race noire ont tendance à considérer les effets secondaires du traitement comme étant très importants dans leur prise de décision comparativement aux hommes qui ne sont pas noirs. Donc, ça, c'est un facteur culturel important. On voit cette différence-là chez les Caucasiens ou les Asiatiques aussi, mais le poids que reçoivent les effets secondaires dans le processus décisionnel est jugé très important par les hommes de race noire. Donc, essentiellement des facteurs culturels, des facteurs de coût, mais il y a aussi peut-être une dimension de manque de confiance des hommes noirs dans le système de santé. Et donc ça, ce sont des facteurs sur lesquels on peut travailler ensemble en société, mais aussi en relation thérapeutique, nous comme soignants, mais aussi les patients. Si on est tous capables d'en prendre conscience, on peut travailler autour de ça. Alors voici, je vous présente certaines études parce qu'elles sont peut-être plus importantes. Alors en voici une ici qui est basée sur des données américaines. On se rend compte effectivement, cette étude documente assez bien que les hommes se présentent avec un cancer de la prostate avancé. Donc les hommes noirs sont moins enclins à entreprendre ou à poursuivre des traitements agressifs pour les raisons qui sont précédemment mentionnées. Mais on a aussi eu des recommandations là, en 2009-2010 du US Preventive Services Task Force, le USPSTF, qui a mis une recommandation contre le dépistage par APS du cancer de la prostate parce qu'une des études américaines sur laquelle ils ont fondé leur décision n'avait pas démontré de bénéfices de manière importante. Toutefois,
le groupe contrôle de cette étude randomisée-là était fortement contaminé par aussi la présence de dépistage. Et éventuellement, l'équilibre est revenu à un phénomène un petit peu plus centriste, mais le fait qu'il y a eu pendant plusieurs années beaucoup de médecins de famille qui ont arrêté de faire du dépistage ou qui ont même arrêté d'en parler avec leurs patients, ça fait qu'on voit aujourd'hui des maladies beaucoup plus avancées qu'on en voyait il y a une dizaine d'années. Et ça, c'est un peu préoccupant pour nous qui souhaitons le plus possible éradiquer la mortalité par cancer de la prostate. Voici une autre étude qui s'est adressée à des facteurs qui influencent le processus décisionnel par comparaison d'un groupe afro-américain à des hommes blancs. Ici, les hommes qui présentaient un risque élevé, les hommes afro-américains étaient plus enclins à considérer leur cancer comme non agressif par rapport aux hommes blancs, donc au-delà de 2 fois plus. Donc, ils étaient moins préoccupés par la compréhension ou par leur maladie alors qu'elle était agressive. Et bien que les deux groupes indiquaient que la guérison constituait un facteur très important dans la prise de décision, les hommes afro-américains étaient plus enclins à considérer le coût, la durée du traitement et le temps de rétablissement comme étant très importants dans leur processus décisionnel. Alors, on a essayé de contrôler pour d'autres facteurs de confusion, comme l'éducation, le statut socio-économique, mais il est ressorti de cette étude-là que l'agressivité perçue du cancer, comme je vous parlais en début de cette diapositive-là, était très, très associée à le fait de recevoir un traitement agressif qui a un grand potentiel de guérison versus moins. Alors ça, c'est très, très important. Alors que, inversement, la race elle-même n'était pas associée au traitement reçu. Alors ça suggère, c'est une très belle étude qui est intéressante parce que ça suggère que ça peut démêler des facteurs culturels qui sont reliés à la race, donc c'est pas tant la couleur de la peau, mais bien des attitudes ou une compréhension ou un processus décisionnel qui peut avoir un lien. Donc cette étude-là, moi, m'intéresse beaucoup pour cette raison-là, c'est-à-dire que peu importe notre couleur de peau, on peut arriver à un processus décisionnel équilibré qui tient compte de nos variables et de nos préférences et de nos valeurs. Et ça, cette étude-là, pour moi, était très intéressante dans ce sens-là. Par contre, il y a quand même certaines études, et là, je vous présente dans un des plus grands journaux au monde, le JAMA Oncology, une étude d'association entre la race noire et la mortalité de toute cause et la mortalité spécifique au cancer de la prostate. Donc ça, c'est une grande étude qui utilisait des banques de données populationnelles dans laquelle 300 000 patients ont pu être inclus et il y avait au-delà de 50 000 hommes qui étaient décrits comme étant de race noire. Le message clé de cette étude-là, c'est que le risque de mourir du cancer de la prostate spécifiquement était accru par 30 chez les hommes de race noire par rapport aux hommes caucasiens. Et que en valeur absolue, une fois qu'on prenait compte des différentes variables confondantes, bien, la race noire était associée à un risque accru de presque 1 de mourir du cancer de la prostate sur 10 ans. Excluant les hommes qui étaient métastatiques. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, en valeur absolue, on augmente notre risque de décéder du cancer de la prostate. Donc, ça, c'est vraiment très important de considérer ce risque accru-là pour s'assurer que les hommes de race noire ont accès aux soins de santé. Par contre, cette étude-là a aussi permis d'étudier la mortalité toute cause et elle aussi, la mortalité toute cause était accrue d'un facteur de 30 ce qui veut dire que ce n'est pas seulement pour le cancer de la prostate que le facteur ethnique joue un rôle important, mais aussi pour les autres problèmes de santé importants comme les maladies cardiovasculaires, par exemple. Maintenant, on va parler un petit peu plus de certains facteurs génétiques. Donc, évidemment, le fait d'avoir une couleur de peau différente est un reflet du fait qu'on porte des gènes différents, comme la couleur des yeux ou des cheveux, par exemple. Mais il y a eu des études chez des patients qui avaient un cancer de la prostate localisé, donc chez qui on peut offrir un traitement pour le guérir. Et ils ont fait du séquençage du génome entier et avec des analyses bioinformatiques très complexes pour observer dans le fond qu'il y a un plus grand nombre de mutations dans l'ADN des tumeurs chez les hommes noirs comparativement aux hommes caucasiens ou d'origine européenne.
Alors, plus on a des mutations, plus c'est un signe d'instabilité de l'ADN et ce plus grand nombre de mutations-là peut contribuer à des formes plus agressives du cancer et c'est ce pourquoi cette étude-là était très intéressante. Maintenant, il y a des facteurs de risque qui sont prédictifs de l'échec au traitement ici. Et dans cette étude où on a comparé, dans le fond, l'incidence de 6 gènes qui sont décrits ici. D'abord, on a mesuré la surexpression de ces gènes-là chez les hommes afro-américains par rapport à des hommes caucasiens ou d'ascendance européenne. Et on s'est rendu compte qu'ils étaient plus exprimés chez les afro-américains. Mais peut-être de manière plus importante, si vous regardez le tableau de survie, ici, c'est une courbe qu'on appelle de survie, où 100% des hommes sont vivants jusqu'à aucun des hommes sont vivants. On remarque que, et ici, de toute évidence, c'est une cohorte de cancer de la prostate assez agressif, parce qu'il y a une grande proportion en sont morts, mais vous voyez que le score génétique avait une importance pour stratifier, donc pour prédire le taux de récidive chez les hommes afro-américains, alors que ce score génétique-là n'avait aucun poids pour aider à prédire la récidive chez des hommes euro-américains, suggérant que les gènes agissent de manière différentielle en fonction de notre bagage génétique ou ici en fonction de notre couleur de peau. Voici une autre étude parce qu'elle est publiée dans un journal très prestigieux où on a étudié l'ensemble des mutations de l'ADN et on s'est intéressé principalement aux gènes qui participent à la réparation de l'ADN, comme par exemple le BRCA1 et le BRCA2. Et on a comparé les mutations de ces gènes entre des hommes afro-américains versus des hommes d'ascendance européenne. Et on a essayé d'examiner le fait de leur impact sur la survie spécifique au cancer de la prostate. Et comme dans la diapositive précédente, vous voyez que de manière significative, le panel de gènes ici, qui est un panel de gènes différent, s'intéresse à la réparation de l'ADN comme le BRCA1-2, et en fait, en fait prédictif de l'évolution après traitement chez les Afro-Américains, alors qu'ils ne l'étaient pas, comme vous le voyez sur le graphique à votre droite, en bas, chez des hommes européens. Donc, une autre étude qui démontre ou qui suggère que les gènes agissent d'une manière différentielle en fonction de notre bagage génétique qui est associé à notre couleur de peau, en particulier chez les Afro-Américains. Donc ça, c'est très important parce qu'éventuellement, ça pourrait amener à cibler des patients pour mieux les traiter en fonction des tests génétiques, mais aussi peut-être à identifier ces cibles-là qui peuvent être traitables, comme par exemple les BRCA1 et 2, pour lesquels on a des traitements qu'on appelle des PARP inhibitors, comme olaparib par exemple, ou rucaparib, qui sont des traitements qui ciblent ces molécules-là. Et s'ils sont plus fréquemment atteints chez les personnes de race noire et que ça a un impact important sur leur survie, bien, ça c'est intéressant parce que ça va nous permettre de développer des meilleurs traitements spécifiquement à ces conditions-là. Donc, on parle de tests génétiques qui peuvent augmenter notre risque, mais une façon assez simple de faire un test génétique, c'est de faire un historique familial. Donc, on sait que les antécédents familiaux ont une importance dans la transmission de plusieurs maladies, par exemple les maladies cardiovasculaires, mais c'est vrai aussi dans le cas des cancers. Et vous voyez ici en noir des patients qui sont atteints du cancer par rapport à des figures, des signes blancs où les patients ne sont pas atteints. Et vous voyez qu'ici, on a un historique familial très sévère de cancer de la prostate, mais aussi de cancer du pancréas, qui est un facteur de risque génétique commun, tout comme le cancer du sein l'est d'ailleurs. Donc, vous voyez ici qu'on a des familles qui sont à risque très, très élevé de cancer de la prostate ou d'avoir un cancer. Et vous voyez ici une autre famille où deux familles qui viennent de Jamaïque, il y a deux individus qui étaient porteurs de cancer du sein et du cancer de la prostate, qui se sont mariés et qui ont donné naissance à des enfants dont une majorité était porteur de cancer de la prostate. Alors, l'incidence, cette incidence-là est très importante et donc de faire votre antécédent familial, de vous en informer dans votre famille pour connaître qui est atteint du cancer, c'est important parce que pour nous, les médecins, ça va avoir un impact très important dans comment on va prendre en charge, comment on va faire des tests de dépistage, par exemple, comment on va traiter en fonction de tout ça.
Donc, on a parlé des obstacles socioculturels au travers des différentes études, mais ici, je voulais vous en rappeler certains. Donc, le risque de la maladie est parfois conscientisé de manière différentielle en fonction de l'ethnie à laquelle on appartient. Il y a aussi une méconnaissance du dépistage et du traitement. Hein. On sait qu'on est capable de dépister puis que ça a un impact sur la survie. On sait qu'on est capable de traiter et que ça a un impact sur la survie. Mais ce n'est pas uniformément disponible comme information ou conscientisé comme information. Il y a aussi des variables qu'on a déjà mentionnées, mais je tenais à les rappeler, comme le manque de confiance dans le système médical. Donc ça, tout le monde devrait se faire traiter sur une base juste et équitable. C'est une des valeurs les plus importantes de notre pays au Canada. Cette relation de confiance-là, ben, parfois, elle n'est pas toujours optimale des deux parties. Et donc ça, il faut en être conscient, nous, comme professionnels de la santé, mais aussi les patients et surtout ceux qui sont à risque. Donc, et puis un dernier facteur, c'est que le dépistage est parfois vu comme une entrave à la masculinité parce qu'on sait que dans le folklore, que les traitements peuvent affecter la fonction urinaire, la fonction sexuelle. Et ça, au plan culturel, des fois, ça peut être une variable qui est importante à retenir. Mais on a vu qu'il y a des études qui sont capables de déconstruire, de délier certaines variables dont je vous ai, certains facteurs dont je vous ai parlé de la race, parce que ce sont des construits mentaux, des construits culturels qui ne sont pas liés à nos gènes. Donc ça, on peut, on a du pouvoir sur la façon dont on veut s'occuper de notre santé et on a du pouvoir sur la façon dont on veut entrer en relation avec les professionnels de la santé. Donc, les messages à retenir de cette présentation sont qu'on ne peut pas changer nos gènes, évidemment. Par contre, on peut évaluer notre risque. Et c'est important de discuter avec votre médecin de famille pour savoir si vous êtes admissible à des programmes de dépistage génétique. Donc, évidemment, les facteurs ethniques et les facteurs de l'historique familial vont être des facteurs très importants là-dedans. Donc, la couleur de peau, c'est un des facteurs qui peut nous aider à dépister et à voir si on peut avoir accès à différents programmes. Mais ce qui est le plus important peut-être encore, c'est d'en parler avec vos professionnels en santé, d'en parler avec votre médecin, parce que le cancer de la prostate, on peut le guérir lorsqu'il est identifié à une phase précoce, mais on ne peut pas le guérir malheureusement lorsqu'il est identifié à une phase métastatique. C'est pour ça que il faut passer des tests, il faut passer le toucher rectal et de faire du dépistage avec l'APS. Donc, le dépistage avec l'APS a eu une certaine controverse, mais je pense qu'on peut grossièrement dire que, en général, les hommes de 50 ans et plus devraient avoir accès à ce test-là et certainement d'en parler avec votre médecin de famille pour avoir un processus de décision éclairé sur les avantages et les inconvénients. Et probablement que les hommes plus à risque, comme ceux qui sont porteurs de bagages génétiques à risque, comme les porteurs de gènes BRCA1 ou 2, ou les hommes qui sont d'origine afro-américaine ou caribéenne, eux, probablement, devraient commencer le dépistage un petit peu plus tôt pour augmenter nos chances d'identifier un cancer de la prostate lorsqu'il est localisé pour qu'on puisse augmenter nos chances de guérir. Évidemment, nous, les chercheurs, on continue d'explorer les facteurs génétiques, les facteurs environnementaux, les facteurs des habitudes de vie pour mieux prévenir, pour mieux traiter. Mais ça, je pense qu'on a encore du chemin à faire là-dessus. Mais il y a encore de l'espoir et certainement que le dépistage et les traitements du cancer de la prostate vont s'améliorer. Alors, je tiens à remercier tous nos collaborateurs. Hein. On a la recherche de cette complexité-là ne se fait pas seule. Donc, j'ai des experts, des professeurs dans différentes universités du Québec et du Canada là, avec qui je travaille, qui sont des experts en nutrition, en génomique, en microbiome et même en pathologie hein, pour l'identification du cancer. On a nos organismes subventionnaires dont je vous ai mis les sigles à droite et Dr. Danny Vesperini du Sunnybrook Odette Cancer Center à Toronto a travaillé fort pour structurer une bonne partie des diapositives. Mais la recherche ne se fait pas non plus sans équipe. Donc, on travaille en équipe avec des urologues ici au CHU de Québec. On a plusieurs infirmières de recherche, mais on a plusieurs professionnels de recherche qui ont des expertises en biologie moléculaire, en sciences de la donnée, en nutrition.
Et je vous ai listé une partie de mes étudiants ici et vous voyez la photo du laboratoire d'urologie oncologie expérimentale à Québec. Donc, je remercie évidemment toute cette équipe-là et c'est ce qui fait que c'est passionnant de faire de la recherche parce qu'on pense que collectivement, on peut réussir à améliorer la qualité de vie et la santé des hommes qui sont à risque du cancer de la prostate. Alors, je vous remercie beaucoup. Vous pouvez aussi aller voir une autre présentation que j'ai donnée qui s'appelle les grands rendez-vous à santé, les grands rendez-vous en santé de l'Université Laval qui parle d'un sujet complémentaire qui fait un survol du cancer de la prostate sous un autre angle que celui de la couleur de la peau et des gènes. La Société canadienne du cancer a aussi plusieurs ressources à vous offrir et je vous laisse sur le numéro de téléphone et les courriels et le site web pour pouvoir les contacter. C'est une société qui est très précieuse pour nos patients, autant pour le support que pour promouvoir la recherche. Donc, moi, j'ai été chanceux d'avoir des subventions de la Société canadienne du cancer, mais ils font une promotion incroyable et très importante. Alors, je vous remercie, la Société canadienne du cancer, et je vous remercie, chers auditeurs, pour votre attention en souhaitant que ça vous a été intéressant et utile. Au revoir. Merci beaucoup, Dr. Fredette, de nous avoir communiqué les informations sur le risque plus élevé de cancer de la prostate chez les hommes noirs et sur la nécessité de passer des tests. Nous sommes reconnaissants du temps que vous nous avez consacré et de votre expertise. La Société canadienne du cancer se consacre au soutien des personnes touchées par le cancer à tous les stades de cette expérience. Pour nous aider à nous assurer que nous vous offrons l'information dont vous avez le plus besoin, veuillez prendre quelques minutes pour répondre à notre court sondage sur ce webinaire et les sujets que vous aimeriez nous voir aborder. Pour terminer, nous aimerions vous mentionner que la Société canadienne du cancer offre gratuitement les services d'information et de soutien auxquels vous pouvez accéder en ligne ou par le téléphone depuis le confort de votre foyer. Ces services sont confidentiels et un grand nombre d'entre eux sont offerts en plusieurs langues. Pour toute votre information sur le cancer, visitez notre site web cancer.ca. Vous pouvez aussi clavarder avec l'un de nos spécialistes en information qui peut répondre à vos questions et vous mettre en communication avec d'autres ressources. Je remercie de nouveau notre conférencier de s'être joint à nous et de nous avoir fait partager son expérience. Cela met fin à la présentation aujourd'hui et au nom de la Société canadienne du cancer, je souhaite que tout aille bien pour vous.